Monsieur David de Cotis. Bonsoir, Madame la Présidente. Madame la Présidente, aujourd'hui, je suis allé sur le site web. J'ai reçu le document de répertoire des dépôts des sols et des résidus industriels. Des documents qui viennent du développement durable de l'environnement et des parcs. Le document est daté le 9 octobre 2011. Et le document qui dit que le parc, avec le nom Byline, l'ancien dépotoir du Beaumont constructeur, t'enferme de nombreux contenants, dont des BPC. Ça veut dire que le parc de Ballon est toujours contaminé. Depuis le document que j'ai reçu aujourd'hui, qui date le 9 novembre 2011. La question c'est pour M. le maire. Est-ce que le sol sous le parc, maintenant appelé les paquets, ont été décontaminés avant que ce parc soit ouvert et accessible aux familles et enfants de la Valois? Merci. Si vous permettez, Madame la Présidente, Monsieur le Cotis va prendre son siège et puis vous allez pouvoir le parc aujourd'hui des paquettes, le parc de Valogne, c'est l'ancien dépotoir Beaumont. Ce parc-là a suivi l'ensemble de la réglementation provinciale. Il y a des puits d'aération qui sont suivis par notre service d'environnement. Tout ça est conforme à la loi. Toutes les autorisations sont là, donc tout est fait conforme. Il n'y a aucun danger pour les citoyens. Et je sais qu'année après année, on fait le suivi de ces puits-là. Je ne sais pas si vous êtes allés sur place voir les puits d'aération. Et ça, c'est situé en arrière, si vous voulez, du parc industriel, si on peut appeler, de la rue de la station. Et nous avons tenté à chaque année de continuer de revitaliser ce secteur. On a fait des efforts pour faire justement la rue de la station dans son ensemble, un drainage fluvial. Nous avons acquis les anciens terrains de M. Gagnon, je crois, pour faire une zone boisée entre le parc de Valogne. Nous avons toujours des projets de remplir ce qu'on appelle le trou en arrière du parc de Valogne, qui est dans la zone industrielle, où il y a justement un puits dont des échantillons sont pris régulièrement pour s'assurer que le tout est conforme à la réglementation provinciale. Je ne vois pas d'autre chose à cet égard dans le parc des Paquets. J'espère que si c'est vrai, juste poser que le document ici, qui est daté le 9 octobre, dit complètement au contraire de ce que je viens de dire ce soir. J'espère que c'est vrai. Ce que je viens de dire, c'est pas vrai. Monsieur de Cotis, voulez-vous déposer le document? Nous allons regarder. Monsieur de Cotis a un document déposé, il aurait dû le déposer. Et Monsieur de Cotis connaît très bien les règles s'appliquant à la période des questions et qui ne permettent pas le débat. Alors, je demanderai à M. de Cotis d'avoir du respect pour le Conseil et pour la procédure. Voulez-vous déposer votre document, M. de Cotis? Madame la Présidente, je peux assurer le Conseil que le service de l'environnement de Laval fait l'ensemble des suivis qui sont prescrits par la loi de 4 septembre. Monsieur Rénal Adam. Bonsoir, j'ai deux questions. Oui, allez-y, posez vos deux questions, monsieur Adam. Pour commencer, au début de la semaine dernière, le Journal de Montréal nous a appris qu'il pourrait y avoir des terrains contaminés sur le carré Laval. Le porte-parole du maire lui a fait dire que si le carré Laval a été envoyé avec ça contaminé, que la ville va facturer l'entreprise embauchée et que si jamais il y a une contamination du site, la ville va en réclamer les frais à l'entrepreneur. J'ai trouvé sur Internet une lettre du ministère du Développement durable de l'environnement des parcs datée du 20 juillet, destinée au directeur général de la ville, qui dit que la ville de Laval a reçu le constat d'infraction le 15 décembre 2003 et le 22 juin 2004 en tant que propriétaire du site pour l'entreposage de sols contaminés. Ma question est tout simplement, qu'est-ce qui fait douter le maire des sols contaminés sur le terrain du carré Laval? La deuxième question,
Elle a fait un petit peu au rapport de chez nous, surtout dans la mesure où il y a été question des extras chargés par des firmes de génie conseil pour les travaux publics. À Laval, on n'est pas étranger à ça. Un exemple, c'est qu'en mai 2006, pour les travaux d'installation d'égouts de la Sentier Avenue, l'entrepreneur a demandé 86 000 $ en extra par l'entremise de la firme Texult qui gérait le projet, qui est administrateur du projet. Et l'entrepreneur, c'était Ramon de Excavation. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est en fonction de quels critères et de quelle information le comité exécutif approuve les dépenses exceptionnelles et les extras réclamés par les firmes pour l'exécution des travaux publics une fois qu'ils ont été retenus comme plus bas solutionnaires. Merci. Madame la Présidente, les deux infractions dont on parle de M. Ramos ont été corrigées de la satisfaction du ministère en 2003 et 2004. Quelles sont les dates exactes? Donc, l'entreprise a corrigé et le ministère s'en est déclaré satisfait. Quant aux informations que nous possédons pour prendre une décision sur les travaux supplémentaires à payer à l'entrepreneur, les analyses sont toujours faites par l'ingénieur responsable. Elles sont acheminées ensuite au service du génie et elles sont recommandées par le service du génie au comité exécutif. Elles ne sont jamais décidées sous l'autorité du comité exécutif sans ces rapports. Quant au cas là, Madame la Présidente, j'aimerais simplement ajouter que pendant plus de 30 ans, la carrière a été vide. Les maires qui m'ont précédé ont tenté d'intéresser des promoteurs à développer à l'intérieur du site à 100 pieds plus bas que le sol. Ça n'a jamais fonctionné. Un jour, nous avons eu une occasion qui s'appelait la construction du métro. L'Agence métropolitaine de transport nous a demandé si elle pouvait inclure dans son devis la disposition du remblai dans le carrière, dans ce qui était connu comme le carrière. Nous l'avons autorisé. Et c'est ainsi que nous avons commencé à remplir. Quand on regarde tout le transport que les corps publics ont sauvé, que ce soit le gouvernement du Québec, son ministère de Transport, à travers les différentes étapes de travaux qui s'en est servi, si on considère aussi la municipalité et le corps public, nous avons économisé facilement 6 millions de dollars sur des travaux qui étaient à long terme en remplissant notre carrière. Non seulement on a sauvé 6 millions de dollars, je ne compte pas les tonnes de gaz à effet de serre équivalents qu'on a également économisé. On a créé un espace utilisable actuellement d'1,2 million de pieds. Ce 1,2 million de pieds-là, aujourd'hui, a facilement une valeur de 20 $ au pied. Donc, on a créé une valeur à la fois en économie de transport et en récupération, en requalification de l'espace d'à peu près 30 millions de dollars. C'est une bonne nouvelle pour les Lavadois. Et j'espère que ceux qui s'y intéressent au dossier feront comme moi, nous aideront à compléter. Nous avons des travaux en cours au cours du printemps prochain, la création d'un grand bassin entre autres, qui va nécessiter probablement 3 à 5 000 voyages de transport. On prend notre terre, on va mettre dans notre trou au plus grand bénéfice de la requalification de ce site. Je vous remercie. Monsieur Migliosi. Bonjour, Madame la Présidente. J'aimerais ça remercier M. Fradette pour son défibrillateur. On commence bien, ça commence, on s'en va vers le premier répondant, qui est un bon système. Je suis bien content. C'est pas mon défibrillateur, c'est le nôtre. Ah, c'est le nôtre, c'est fort. L'année prochaine, on va Restez calme. le premier répondant. Restez calme. S'il vous plaît, allez-y, monsieur Migliosi, posez votre question. Une des plus grosses associations de hockey du Québec, Madame la Présidente, Hockey Région Laval, dévouée à la qualité et à la discipline de l'entraînement de nos jeunes joueurs hockeyeurs du futur, n'ont pas eu le choix, malgré tout, mais de charger aux citoyens de Laval une prime de 45 $ de plus parce qu'il n'y a aucun élément à Laval digne de chausser une association professionnelle telle que celle de Hockey Région Laval. L'organisation de hockey Région Laval, une des organisations les mieux gérées, n'ont pas eu le choix pour donner des infrastructures de qualité que de déménager ses pénates au complexe privé de M. Guimond. Un autre homme d'affaires que j'imagine une autre bonne connaissance du maire.
Ma question, Madame la Présidente. S'il vous plaît, monsieur. Étant donné le geste que vous pouvez construire un complexe sportif de 100 millions rapidement en PPP, géré par un organisme à but lucratif pour nous bailler sur un terrain potentiellement contaminé, qui se ne concrétisera pas très bientôt avec les résultats du journal qu'on a vu tantôt. Qu'est-ce que le maire attend pour mettre fin à ces évolutions de promesses, ces réflexions d'ARENA qui n'arrivent à aboutir à rien et troquer enfin ses patins pour une paye de souliers de gestionnaire responsable qui aurait à cœur l'intérêt des citoyens de cette ville, Madame la Présidente? Merci, monsieur. Non, s'il vous plaît. Madame la Présidente, il ne faut pas enlever des petits plaisirs, ça finit par composer de plus grand. Alors, Madame la Présidente, nous avons pris, nous travaillons d'abord avec l'organisme dont fait l'état M. Migliozzi. La municipalité a accordé à cet organisme des crédits supplémentaires lui permettant temporairement d'utiliser des facilités modernes qu'ils ont souhaité, ce n'est pas nous qui les avons dirigées, du tout à cet endroit-là. Et si on s'inquiète des gens que je connaisse, comme je suis venu au monde sur le territoire il y a déjà quelques années, et que j'ai vu toute son évolution, on n'a pas fini d'allonger la liste de nombre de personnes que je pourrais connaître. Alors, quant aux arénas, le travail est terminé actuellement. Il y a eu une réflexion sur les orientations à donner au dossier et M. Migliozzi trouvera sa réponse dans le prochain budget.